Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur l'un des trésors du cerveau que j'ai évoqué dans une vidéo précédente. Nous allons revenir sur le trésor des sentiments et plus précisément sur ce qui est à la racine de ce trésor, les émotions. J'avais prévu initialement une seule vidéo sur le thème émotions de base, stéréotypes et archétypes. Cependant, le texte s'étant avéré assez prolixe, je découperai cette thématique en plusieurs parties. Il sera surtout question dans cette vidéo de discuter des émotions qu'il semble pertinent d'inclure dans la palette des émotions de base. Je présenterai divers systèmes d'émotions de base conçus par différents psychologues et je justifierai la structure de mon système à 8 émotions de base que j'utilise à des fins pédagogiques dans le cadre scolaire, mais aussi dans mes diverses productions littéraires et artistiques. Il sera intéressant de voir que tous ces systèmes ont leur pertinence et leur intérêt, et qu'ils peuvent se compléter mutuellement, bien que certains de ces systèmes, à mes yeux, soient cruellement incomplets. À la fin de cet épisode, j'évoquerai la substance de deux émotions que l'on oublie beaucoup trop souvent, qui sont la sérénité et la tendresse. Dans les vidéos suivantes, je m'intéresserai aux stéréotypes associés aux émotions de base, mais aussi aux fonctions cognitives, ainsi qu'aux archétypes hérités des traditions ancestrales. Des traditions populaires ou ésotériques, religieuses ou profanes, avec de la mythologie, de la magie et bien sûr de la culture pop avec la roue du temps par exemple. L'idée de cette vidéo provient d'une conversation que j'ai eue il y a quelques mois sur les réseaux sociaux au sujet des émotions de base. Donc, nous débattions des émotions qu'il conviendrait ou non de considérer comme des émotions de base. Voici de quoi la conversation est partie. Elle est partie de ce tableau que je vous laisse observer un moment. Il s'agit d'un visuel réalisé par Pierre Lacaille qui montre les émotions complexes ou les sentiments émergés de la rencontre entre des émotions de base. Entre deux émotions de base. Nous observons donc ici 5 émotions de base allégorifiées par les personnages du film Vice Versa. C'est un film assez chouette. D'ailleurs, Vice Versa 2 va sortir l'été prochain si je ne me trompe pas. Et de nouvelles émotions devraient intervenir dans le cerveau de Riley telles que l'anxiété. Elle fait un peu double emploi avec la peur quand même, mais elle a une bonne tête. L'envie pourrait débarquer également d'après les rumeurs. Notons tout d'abord, avant que je restitue la conversation dont il est question, que la palette des émotions qualifiées d'émotions de base varie selon les chercheurs ou les praticiens de psychologie. Les 5 émotions de base présentées dans le film en tout cas correspondent à celles que définit le neuropsychiatre Antonio Damasio. Antonio Damasio décrit également d'autres catégories d'émotions, telles que les émotions d'arrière-plan et les émotions sociales, qui elles sont plus complexes et relèvent davantage en fait du sentiment, ou en tout cas s'en rapprochent. Dans la vidéo précédente, celle sur les trésors du cerveau, nous avons aussi évoqué les émotions cognitives telles que la curiosité, le doute. Le psychologue américain Paul Ekman a dénombré 6 émotions fondamentales. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût, et ce en s'appuyant sur les expressions faciales. Or, les émotions se manifestent d'autres manières que les expressions faciales. Les émotions consistent en des états internes du corps-esprit, donc de l'ensemble de la personne, qui se manifestent extérieurement et se ressentent intérieurement de bien des manières. De plus, je pense que l'on peut remplacer la surprise par l'intérêt. On peut considérer la surprise comme une émotion composite entre la peur et l'intérêt, dans le sens où la surprise, qu'elle soit bonne ou non, implique un certain manque de sérénité dans tous les cas. Avec les élèves, nous notons souvent la surprise comme étant de l'intérêt avec de la peur. Et si on ajoute de la joie à cette surprise, ça fait de l'amusement. Certains professionnels ne font état que de 4 émotions fondamentales. La tristesse, la colère, la peur et la joie. C'est incroyablement réducteur, même si l'on considère que les émotions qui ne sont pas dans cette liste comptent comme des émotions d'arrière-plan ou des émotions composites. Ce qui, selon moi, est faux. La conversation que je vais partager est issue d'un commentaire que j'ai laissé sous la publication de ce tableau.
Et si je me souviens bien, je n'ai pas été la seule à souligner qu'il manquait quelques émotions positives parmi ces émotions de base. La joie étant la seule émotion de base positive de ce tableau, il n'y a qu'une seule émotion composite positive parmi les 25 représentées. Or, la joie n'est pas la seule émotion de base positive que nous expérimentons, et notre palette d'émotions composites et de sentiments positifs ou ambivalents est d'une richesse qui me semble important de mettre en évidence. Voici donc ce que j'ai répondu en substance à la publication de cette image. J'ai répondu que la palette des émotions de base définie par Antonio Damasio, qui correspondent aux émotions présentées là, me semble bien incomplète. Je pense que chaque émotion négative trouve son pendant positif. La joie s'oppose à la tristesse, mais ne s'oppose pas directement à la colère, au dégoût ou à la peur, bien que toute émotion négative soit de nature à altérer la joie. Face au dégoût, nous trouvons l'intérêt, l'attraction face à la répulsion, la sérénité face à la peur, c'est-à-dire la quiétude face à l'inquiétude, la confiance face à la méfiance. Antonio Damasio qualifie la sérénité plutôt d'émotion d'arrière-plan en l'associant au bien-être. Et on trouve aussi la tendresse face à la colère, et ça je vais beaucoup m'y intéresser dans cette vidéo. Pourquoi opposer la tendresse et la colère ? Parce que ces émotions génèrent des émotions complexes, des sentiments et des qualités qui sont opposés. On a l'indulgence face à la consternation, à l'irritation, l'élan de compréhension face au jugement, la patience face à l'impatience, l'amour face à la haine. La colère tend à faire considérer autrui comme objet, tandis que la tendresse permet de considérer l'autre comme sujet. Ici, la fleur avec 8 émotions qui sont, selon moi, sont les émotions de base. Et ici, la fleur avec la même fleur avec quelques émotions et sentiments qu'avec les élèves nous rangeons en cours d'année. Alors on range parfois aussi dans la fleur, pas seulement des émotions, mais aussi donc des sentiments, évidemment, des attitudes et des qualités qui peuvent être portées par des émotions particulières. On fait la distinction entre sentiments et émotions en début d'année, mais après on explique que ça se ressemble. Alors on parle surtout, par exemple le courage, on en parle surtout en termes de qualité d'une personne, mais le courage est aussi une attitude qui est portée par des émotions telles que la joie, mais aussi la colère. On a une forme de confiance qui est opposée à la peur qui, elle, paralyse. De même, l'agressivité est une attitude qui est portée par la colère. On pourra donc ranger l'agressivité dans la colère. Autre parenthèse scolaire, le livre d'Anna Yenas, La couleur des émotions, qui a le mérite de mettre en avant la tendresse, alors appelée amour dans le livre, mais nous expliquons avec les élèves que l'émotion, en fait, c'est plutôt la tendresse et que l'amour, c'est plutôt le sentiment qui est lié à cette émotion. Anna Yenas présente également la sérénité parmi les émotions que le petit monstre doit apprendre à identifier afin de ne plus être tout embrouillé comme au début de l'histoire. Il y a donc 6 émotions en tout chez ce petit monstre qui forment 3 paires d'opposés. Et si on compare cela à ma fleur, il manque donc la paire dégoût intérêt. Fin de la petite parenthèse. Je continue de vous restituer ma réponse. Tendresse, intérêt et sérénité sont distincts de la joie et semblent tout aussi fondamentaux. Et ça, je le justifierai plus tard. Ces 3 états relèvent bien de l'émotion, c'est-à-dire d'un état du corps qui retentit sur le psychisme, et pas seulement du sentiment, qui est la perception de l'émotion. Et à chacune de ces émotions distinctes, on peut associer des sentiments distincts. Voilà, ceci correspond à peu près à la teneur de mon premier commentaire. Voici les réponses très intéressantes d'un monsieur suite à mon commentaire. La joie est considérée comme un état de santé émotive optimal. Tout le reste du tableau est donc forcément sous-optimal. C'est un peu comme un manuel de médecine. Le premier chapitre peut être consacré à l'état de santé physique optimal, mais le reste du bouquin va décrire les nombreux problèmes de santé possibles. Ce n'est pas le but du tableau d'être exhaustif et de décrire tout ce qu'on peut ressentir. La joie doit être considérée comme l'état de santé émotive optimal et à un moment donné, quand nous ne sommes plus capables d'éprouver de la tendresse, de l'intérêt, de l'enthousiasme, de la sérénité, etc., pour mener notre vie, ça devient problématique. Donc, une lumière s'allume sur le tableau de bord, un signal qui communique un message. De la peur, de la colère, de la tristesse ou un mélange de tout ça. Un peu comme dans le film
avec Riley et son tableau de bord. Si on comprend que c'est un message de notre cerveau limbique, qui a pour fonction de nous aider à modifier notre comportement, alors l'émotion a rempli son rôle. Éprouver de la tendresse ou de la confiance, c'est simplement l'état optimal souhaitable quand il n'y a pas de problème. La peur, par exemple, peut nous forcer à la prudence s'il y a un danger dans notre environnement. Si elle est due à un traumatisme passé, elle peut nous bloquer. Et alors, il s'agit de la comprendre pour la détricoter. En revanche, nous n'avons aucun travail d'introspection ou de vérification à faire avec la confiance, l'intérêt ou l'enthousiasme. Il n'y a pas de signal qu'on doit comprendre pour s'adapter. C'est simplement le fonctionnement sain et optimal du système émotif. Donc ça, c'était la réponse de mon interlocuteur dans le fil des commentaires suite à la publication de ce tableau. Donc j'ai répondu au monsieur et j'ai répondu que je trouvais son argument intéressant et convaincant dans une certaine mesure. Cependant, la comparaison avec l'état de santé général me semble, encore une fois, assez réductrice. Elle a du sens, ça c'est sûr, et c'est très pertinent de souligner, puisque c'est le rôle des émotions d'informer de l'état d'homéostasie à un instant, pour simplifier en gros ce que dit Antonio Damasio. Elles ont un rôle de valence positive ou négative, comme les sentiments qui en découlent. Notamment par les mécanismes qui sont évoqués par le monsieur. Le rôle des émotions négatives est de renseigner sur une perturbation d'un état qui serait optimal ou sinon fonctionnel. Cependant, les émotions ne manquent tout de même pas de toucher directement au psychisme. Et si ça touche au psychisme, forcément, c'est plus complexe et notre palette d'émotions de base et même d'émotions positives de base est nécessairement plus complexe et plus riche qu'un seul état optimal. Donc certes, le but du tableau n'est pas d'être exhaustif, d'ailleurs c'est pas le tableau en soi que je critique, le tableau c'est une bonne idée. Cependant, ce que ce tableau révèle, c'est que le nombre d'émotions de base que l'on a tendance à considérer est trop pauvre et il appauvrit considérablement donc notre capacité à reconnaître nos sentiments, à reconnaître nos émotions plutôt, et à cultiver les sentiments qui découlent de ces émotions, comme la tendresse par exemple qui est si importante. Du reste, qu'est-ce qu'un état émotionnel optimal? Alors bien sûr je chipote, évidemment que l'on peut considérer qu'il existe un état émotionnel optimal. Je suis assez d'accord au fond avec mon interlocuteur pour dire que la joie caractérise un état global proche de l'optimal. L'état émotionnel optimal, ce serait celui en fait qui inclurait l'ensemble des émotions positives. Et avec mes élèves, souvent on dit que toutes les émotions positives qu'on a dans la fleur, prises ensemble, c'est le bonheur. Et au contraire, toutes les émotions négatives, ce serait le malheur. Alors chipotons tout de même un petit peu pour le plaisir. Pour certains philosophes grecs, les stoïciens et les épicuriens par exemple, un état de santé émotive optimal serait une sérénité simple dépourvue de tout élan de joie. Ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Pour les bouddhistes, cet état consisterait en une sérénité teintée de joie et empreinte de compassion. D'ailleurs, Antonio Damasio lui-même, qui pose ces 5 émotions de base reprises par le film, qualifie le bien-être d'émotions d'arrière-plan. La joie ne se réduit donc pas au simple bien-être. Pour les chrétiens, la tendresse, pour l'ensemble des créatures, caractériserait plutôt l'état optimal recherché. La joie n'en serait qu'une conséquence. Pour fuir les émotions négatives, il faudrait courir après les émotions positives. Cependant, il est difficile d'y voir clair dans ces émotions positives, tant nous sommes focalisés assez logiquement sur les émotions pénibles, qui sont celles qui nous donnent l'alerte. Ainsi que mon interlocuteur le souligne, ce sont les émotions pénibles qui incitent le plus à l'introspection. Quand tout va bien, elle est limitée, et pourtant on devrait s'introspecter tout le temps. C'est les émotions négatives qui vont entraîner la recherche du mieux-être. Et ce mieux-être, je pense, ne passe pas uniquement par la fuite de ce qui provoque des états émotionnels négatifs, mais par la recherche de ce qui provoque des états émotionnels positifs. Et pour cela, il faut pouvoir analyser ces états émotionnels positifs et ce qui les provoque. Donc le travail mené grâce aux émotions négatives permet d'entamer une réflexion sur les états émotionnels positifs que l'on souhaite cultiver. Ces divers états émotionnels positifs sont distincts les uns des autres, bien qu'ils concourent tous au meilleur état émotionnel possible.
Et certes, ce meilleur état émotionnel possible implique très certainement la joie. Alors je suis certaine d'avoir lu quelque part qu'un psychologue avait opposé lui aussi le dégoût et l'intérêt, mais je ne retrouve pas cette source. Quant au psychologue Robert Plutchik, je suis désolée pour la prononciation, il opposait l'intérêt à la surprise, ou plus précisément à la distraction contenue dans son pétale de la surprise. Donc voilà l'image qui correspond. Au dégoût, il oppose la méfiance, nommée admiration dans sa manifestation la plus forte, opposée à l'aversion. Or, la confiance me semble relever plutôt de la sérénité. Quant à l'admiration, on serait plutôt dans l'intérêt selon moi. Autre bizarrerie, il fait de la sérénité une faible joie, et elle n'est pas dans le pétale de la confiance. Je trouve son système intéressant, mais un petit peu bancal. Les oppositions, je trouve qu'elles ont du sens, hein, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec certaines associations que je trouve étranges. Quant à la vigilance, elle relève davantage du fonctionnement cognitif pur que de l'émotion, j'aurais tendance à dire, même si c'est lié quand même. Voilà, bien que l'intérêt favorise en effet l'attention. La distraction n'est donc pas vraiment une émotion, bien que la surprise contenue dans le même pétale en soit une. De plus, et c'est bien dommage, il n'y a point de tendresse ici, rien du tout. Or, je maintiens que la tendresse est une émotion de base, à part entière, distincte de la joie et de l'intérêt, et elle est extrêmement importante. Nous verrons plus tard l'une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi elle est bien trop souvent omise quand nous parlons des émotions de base, et nous verrons quand on parlera des stéréotypes. Dans l'ouvrage L'avenir est à la tendresse, le docteur en psychologie et psychothérapeute Alain Delourme affirme que les émotions fondamentales de l'être humain sont au nombre de 6. Donc encore un système à 6 émotions, mais encore différent. La joie, la colère, la tristesse, la peur, la tendresse et là je vais le prononcer à la Alejandro Jodorowsky pour éviter les problèmes, parce qu'apparemment on peut avoir des problèmes si on dit ce mot. La 6e émotion est le désir sexuel. L'amour entre adultes, nous dit Alain Delourme, étant l'union de ces deux dernières émotions, la tendresse et le désir sexuel. Chaque état émotionnel se caractérise par l'articulation d'un état subjectif en particulier avec des réactions physiologiques et expressives. Fin de citation. Alain Delourme définit la tendresse comme l'expression non sexuelle de l'amour interhumain. C'est à la fois une émotion et le sentiment d'amour qui en découle. Donc, pour Alain Delourme, la tendresse est à la fois une émotion et un sentiment. Alain Delourme précise qu'il est interhumain. Cependant, la tendresse est typiquement l'émotion que l'on éprouve à la vue d'un petit animal très mignon. Et on peut affirmer sans trop de risque que la tendresse est une émotion assez commune au sein des espèces animales dans lesquelles les parents prennent soin de leurs petits, notamment les oiseaux et les mammifères. Ceux qui ont des animaux de compagnie le savent très bien. Dans cette fleur, j'ai placé le désir sexuel entre la colère et la peur et en opposition à la tendresse. Alors pourquoi ? Le désir sexuel jouxte la colère car tout comme elle, il fait percevoir autrui comme un objet et non comme un sujet, contrairement à la tendresse. La personne objet de ce désir est perçue comme un objet de satisfaction. Il y a dans le désir sexuel une dimension de réification d'autrui. Ainsi, le désir sexuel et la tendresse ont tendance à s'exclure mutuellement, bien qu'ils puissent parfois cohabiter, et ça c'est toute la magie du sentiment amoureux. Ceci peut expliquer pourquoi le désir sexuel a été tant diabolisé et aussi pourquoi ce désir n'est pas un désir comme un autre. Sans le diaboliser à tout prix, il n'est pas non plus à banaliser, j'ai envie de dire. J'ai placé aussi le désir sexuel du côté de la peur, enfin à côté de la peur, car des études scientifiques, autant que nos vécus intimes, ont tendance à montrer qu'une légère peur de l'ordre du ludique peut favoriser l'excitation sexuelle. Ce qui n'est bien sûr pas le cas du tout des grandes peurs intenses et de l'anxiété et de la terreur, hein, pas du tout.
sauf peut-être dans des cas d'excitation traumatique super malsaine. En 2013, une étude aurait montré que si on montre aux femmes un film érotique juste après avoir vu un film effrayant, elles vont être un chouïa plus excitées que la normale. Et ça, c'est Maya Mazorette qui nous le dit dans l'une de ses chroniques. Je n'ai pas trouvé les études qu'elle évoque. Elle n'en donne pas les sources, malheureusement. Alors personnellement, donc si je devais placer Désir Sexuel dans ma fleur, je le mettrais sûrement entre la colère et la peur, mais il pourrait aussi bien se placer entre la joie et la colère, et encore ce ne serait pas pleinement satisfaisant parce que ça se rapproche un peu de l'intérêt aussi. Et de toute manière, malgré le caractère indéniablement très spécifique de cette émotion, je ne suis pas complètement d'accord pour la ranger parmi les émotions de base, principalement pour cette raison. C'est une émotion qui n'est pas connue durant toute la vie et qui est assez étrangère même à certaines personnes. Donc est-ce que c'est une bonne raison pour ne pas la considérer comme une émotion de base? Je ne sais pas, la question est ouverte, n'hésitez pas à donner votre avis. Remarquons que la sérénité et l'intérêt sont absentes du système de Alain Delorme. Avoir traversé un épisode de dépression très sévère, accompagné d'anxiété très sévère aussi, a renforcé ma conviction de la pertinence d'un système à 8 émotions. Intégrant donc la tendresse opposée à la colère, l'intérêt opposé au dégoût et la sérénité opposée à la peur. Je ne vais pas trop entrer dans j'en parlerai un petit peu, mais sans entrer dans les détails de cet épisode dépressif. J'ai consacré toute une émission sur le sujet de la dépression, de la mélancolie et de la rémission. Alors pas pour parler de ma dépression à moi, mais pour parler de la dépression et de la mélancolie en particulier, qui est la forme de dépression la plus grave. Cet épisode d'Arborescience sera d'ailleurs sûrement l'un des premiers épisodes d'Arborescience que j'adapterai en vidéo, et là je mettrai le lien vers l'article en description. En effet, pendant cet épisode de dépression, alors que j'étais privée de toute joie et même de tout élan vital, les émotions qui m'ont sauvée sont la tendresse pour mes proches et pour mes élèves, le sens du devoir aussi, et l'intérêt pour mes passions de toujours, qui demeurait un petit peu, même à l'état de Brest plutôt. Ça m'a permis de cheminer d'une manière très laborieuse et très progressive vers la joie, une joie retrouvée et un semblant de sérénité. Du reste, outre cet épisode de dépression très sévère, la joie et la sérénité ont été assez absentes de ma vie, qui a été assez remplie de dépression grise. Mais moi, ce qui m'a porté, c'est mes intérêts spécifiques et la tendresse que je nourrissais pour certains êtres. Donc ça m'a semblé contredire les propos de mon interlocuteur, que je rappelle, éprouver de la tendresse ou de la confiance, c'est simplement l'état optimal souhaitable quand il n'y a pas de problème. Mais il me semble que non, pas du tout. Je suis d'accord pour considérer la joie, que la joie représente certainement une sorte d'optimal, mais les autres émotions positives que j'ai nommées n'en sont pas moins des émotions fondamentales, des émotions de base, indépendantes de la joie, mais qui peuvent faciliter l'état de joie. Donc éprouver de la tendresse et de l'intérêt, ce n'est pas un luxe que l'on peut se permettre quand tout va bien. Au contraire. Ce sont les seules bouées qui nous restent quand tout va mal. Cependant, il est vrai que certaines blessures, en particulier les blessures qui atteignent l'ego, poussent à un égocentrisme qui rend le psychisme assez peu enclin à éprouver de la tendresse ou de l'intérêt intrinsèque, qui sont deux émotions qui relèvent d'une certaine décentration. Il est d'autres blessures et d'autres douleurs, en revanche, qui ont l'effet inverse. Quand vous vivez un deuil ou une dépression sévère qui vous prive de toute capacité à éprouver de la sérénité ou de la joie, tout ce qu'il vous reste, c'est la tendresse et l'intérêt pour les personnes et les choses en elles-mêmes, indépendamment de ce qu'elles vous apportent. Puisqu'à vos propres yeux, en fait, vous-même, vous n'êtes plus rien. Vous ne pouvez plus vivre pour vous-même, puisque vous-même n'a plus de sens pour vous.
Quand vous vivez une dépression qui frôle la mélancolie, votre ego est complètement annihilé à ce moment-là. Il n'est pas fissuré, il n'est pas raboté, il est annihilé. Et pas que l'ego d'ailleurs. Votre identité est broyée. Votre personnalité semble l'être aussi. Vous avez le sentiment de n'être plus rien ou d'être en voie d'anéantissement total. Le sentiment, la sensation, la conviction que vous avez lorsque vous frôlez la mélancolie, c'est que votre personnalité est réduite en miettes, ainsi que l'existence même de votre esprit. Vous sentez votre psychisme se déliter. Pour ma part, je sentais mon cerveau se réduire en cendres dans ma boîte crânienne. D'autres personnes atteintes de mélancolie sont persuadées, par exemple, que leurs organes internes sont pourris ou qu'ils ont commis des crimes atroces alors que ce n'est pas le cas. Pendant cette dépression, je n'étais plus capable d'éprouver de la colère aussi. Alors que c'est une émotion que malheureusement, qui monte assez rapidement chez moi. Je manque souvent de patience, c'est l'un de mes gros défauts. Mais là, le peu de colère qui pouvait monter et s'exprimer était très douloureux pour moi. C'était une torture. Je ne pouvais plus endurer et supporter ma propre colère. Je devais me remplir de tendresse parce que c'est pratiquement tout ce qui me restait et qui ne me faisait pas souffrir malgré le fait que l'existence entière m'inspirait une terrible et insondable horreur. Donc je ne ressentais plus aucune joie, strictement aucune. Toute joie était complètement asséchée au point que l'envie de vivre et tout attrait pour l'existence avait disparu. J'éprouvais une tristesse infinie mais sèche. C'est-à-dire que j'étais incapable de pleurer. C'était impossible parce que ce qui dominait, c'était l'horreur qui mêle terreur et dégoût. La terreur est un dégoût intense. Donc pas de joie, aucune possibilité de sérénité non plus parce que j'étais en état de panique permanent. Et la seule émotion positive qui continue à briller vraiment, c'était la tendresse. Et quant à l'intérêt pour mes passions, bien qu'il fût réduit vraiment à l'état de braise, donc je me répète un peu, désolée, il y avait par contre plus la moindre petite lueur de sérénité ou de joie, mais vraiment rien du tout de ce côté-là. Et encore une fois, si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l'article, éventuellement à chercher le podcast s'il est encore disponible. Voilà. Et là, je parle pas de mon cas personnel dans ce podcast, je parle de la dépression en général. L'un des mérites des traditions spirituelles, c'est d'inciter à l'introspection quant aux émotions positives, à leur nuance, à leur richesse, ce qui permet de cultiver des sentiments constructifs qui sont indispensables à la réalisation de l'individu ou au moins à la guérison ou aux soins. La joie n'est pas suffisante pour ça, surtout quand elle est inaccessible en fait. Mon interlocuteur m'a remercié pour cette réponse, alors que là j'ai en l'occurrence beaucoup étoffé pour les besoins de la vidéo, j'ai pas fait une réponse aussi longue, et il m'a répondu. J'ai l'impression que nos discours ne se contredisent pas, du moins pas frontalement. Plutôt comme deux éclairages différents mais complémentaires sur le même objet. Et là je suis assez d'accord avec lui. Moi aussi j'ai souvent déploré que la psychologie et ce genre de domaine tendent à mettre toute leur attention sur les problèmes, les choses qui ne vont pas bien, au lieu d'étudier plus attentivement les gens qui vont bien et qui développent de la résilience, qui fonctionnent avec aisance. Ça crée un portrait biaisé de la psyché humaine. De manière analogue, la microbiologie s'est longtemps concentrée uniquement sur les micro-organismes qui causaient des maladies ou des ravages dans les récoltes, ou même dans le corps, c'est moi qui le rajoute, alors que pourtant dans plus de 99% des cas, les microbes sont bénéfiques, voire essentiels pour la nature et les humains, microbiote intestinal, tout ça. Mais ça n'invalide pas l'approche retenue par les auteurs de ce tableau, ni l'analogie que je fais avec le tableau de bord d'une voiture. Quand je dis éprouver de la tendresse ou de la confiance, c'est simplement l'état optimal souhaitable quand il n'y a pas de problème. Là, je suis pas d'accord. Ça fonctionne aussi avec votre cas. Non, je suis pas d'accord. La tendresse pour vos proches et l'intérêt pour vos passions ont tellement bien fonctionné qu'ils vous ont raccroché à la vie. Oui, ça c'est vrai. Imaginez une voiture toute bousillée, où l'alternateur, le radiateur, la suspension, tout est foutu, mais qui continue à rouler grâce au moteur et au système de direction qui tiennent bon tous les deux. Que
verrait-on sur le tableau de bord? Des signaux allumés partout. Mais pas au niveau du moteur ni de la direction, ces deux éléments-là étant fonctionnels. Quand la tendresse fonctionne bien, vous ne voulez pas la changer. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le capot et de mettre les mains dans le cambouis. Par contre, si vous ressentez de la tristesse ou de la colère, alors il vaut mieux capter le signal et modifier certaines choses. La tristesse indique habituellement le besoin de prendre un temps d'arrêt. Pleurer évacue de grandes doses de cortisol, l'hormone du stress qui fait dérailler le cerveau quand il y en a trop, ça c'est moi qui le rajoute, et ça soulage tout le système. Oui. La tristesse peut nous guider vers une autre personne, vers une oreille attentive et compatissante, ou motiver cette personne à venir nous voir, ce qui nous procure de l'ocytocine, un antidouleur naturel puissant et un sentiment d'appartenance sociale très réparateur. Ça s'apparente à la sérénité. Souvent, la tristesse indique aussi le besoin de faire un deuil, de tourner une page ou un chapitre, de renoncer à quelque chose, à un être cher, ou même une fausse attente qu'on se faisait. C'est pour ça que la tristesse existe. C'est sa fonction dans nos vies. Si elle n'existait pas, les choses disparaîtraient autour de nous. Et nous continuerions à vivre comme si de rien n'était, dans le déni total, de manière complètement erronée. Effectivement. La mort d'un être cher, un compagnon qui vous quitte, un médecin qui nous annonce une condition handicapante ou une lettre de l'université qui vous apprend que vous avez été refusé, tout cela nécessite une grande adaptation. On ne peut plus continuer comme avant avec les mêmes rêves et les mêmes projections qu'avant, même si ça pourrait être tentant. La tristesse est un red flag, un signal d'alarme pour nous inciter à vérifier et à modifier quelque chose. La peur, c'est pour signifier un danger et la colère, un empiètement sur notre espace vital ou nos besoins vitaux. Les deux cachent parfois de la tristesse enfouie. Ce genre de truc. C'est utile d'avoir un manuel pour décoder ces signaux et de les appréhender comme tels, comme de simples signaux bien utiles à notre survie. Après la lecture de votre message, j'ai imaginé une autre analogie. Oui, j'aime bien les analogies. Via un système de bouée-boulet. Certaines émotions peuvent nous servir de boulet et d'autres de bouée. Et chaque boulet a sa bouée associée. Répulsion, attirance, crainte, confiance, honte, fierté. Tout à fait d'accord. Et j'aime beaucoup cette analogie. Mais dans tous les cas, selon moi, une émotion négative est toujours un signal qui nécessite un décodage et une modification adaptée du comportement. Alors qu'une émotion positive est l'état normal et optimal d'une situation donnée, elle ne nécessite pas de changement de ce côté-là. Et s'il y a un message à comprendre, c'est de continuer comme ça. Ne changez pas la tendresse que vous portez à vos enfants, ni l'intérêt que vous portez à vos passions lorsqu'elles vont bien. Pour moi, c'est une différence fondamentale. Donc c'est toujours lui qui s'exprime. Une différence de nature et non pas de niveau. La nature d'une émotion négative est de nous pousser à changer quelque chose. Et la nature d'une émotion positive est de nous faire continuer comme ça. Ça prend un décodeur dans le premier cas, mais pas dans le deuxième. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Donc là, je réponds, une émotion négative a un rôle de signal, nous sommes d'accord. Et je comprends bien l'analogie avec le tableau de bord. Et puis évidemment avec la bouée et le boulet qui est super. Cependant, identifier que les choses ne vont pas ne suffit pas pour aller mieux. Bon, alors là, je me répète beaucoup, mais j'insiste parce que c'est important. Si vous avez des voyants rouges partout et que vous n'avez aucun semblant de piste pour vous retaper, c'est quand même très embêtant. Identifier les émotions positives que vous avez déjà vécues, dans leur variété, permet de trouver les remèdes qu'il faut dans notre pharmacopée mentale. Je reprends l'analogie avec les bouées et les boulets, que je trouve super. Si la bouée de la joie est inaccessible, vous avez besoin de savoir que les autres bouées existent et qu'elles sont peut-être à portée de main. Ou en tout cas savoir nager auprès de ces bouées. Parce que les bouées de la tendresse et de l'intérêt vont vous sauver. Il faut savoir qu'elles existent et où elles sont. Je suis donc encore une fois très en désaccord avec ce propos. Donc le propos que le monsieur a tenu, une fois qu'on a la joie, on a le luxe d'éprouver d'autres émotions positives moins fondamentales. Je suis entièrement en désaccord. Je pense que c'est faux.
D'une part, je ne crois pas que la tendresse, l'intérêt et la sérénité soient moins importantes et moins fondamentales que la joie, ça je l'ai déjà dit et je le justifierai encore un peu plus tard. Même si on peut considérer la joie comme l'émotion la plus optimale, mais ça n'en fait pas nécessairement la plus fondamentale. D'autre part, la joie ne favorise pas nécessairement les autres émotions positives, telles que la tendresse. Pas du tout. C'est aussi l'un des messages que l'on peut retenir de certaines traditions spirituelles d'ailleurs. Les épreuves douloureuses peuvent faire évoluer et grandir parce qu'elles favorisent la compréhension de l'autre, la compassion, l'indulgence et donc la tendresse. Et ces sentiments et qualités sont liés à l'émotion donc de la tendresse. Et pas à la satisfaction, pas au contentement, pas à la joie, au contraire même. La tendresse peut permettre de cheminer vers la joie, en revanche, et surtout vers un bonheur d'une qualité supérieure. En revanche, la joie seule, par elle-même, ne favorise pas nécessairement la tendresse, ça peut même être le contraire. C'est l'un des enseignements de la roue du destin du bouddhisme. Donc voici la roue des destinées, la destinée des dieux. La destinée des dieux, la destinée des devas, est parmi les 6 destinées, celle qui offre le plus de joie, de satisfaction et de plaisir en étant quasiment exempte d'épreuves douloureuses. Mais c'est aussi une destinée très dangereuse, beaucoup plus dangereuse que celle des humains, car beaucoup trop contents et satisfaits d'eux-mêmes, les dieux en deviennent orgueilleux et sans compassion pour ceux qui souffrent. Parce qu'ils oublient ce que c'est que de souffrir. On peut les comparer dans notre monde bien concret aux personnes qui naissent avec tous les privilèges et toutes les chances possibles et qui s'illusionnent qu'elles ont mérité leur sort et qui méprisent les personnes moins chanceuses qu'elles. C'est ainsi que finalement les dieux chutent ensuite dans des mauvaises destinées et se retrouvent en enfer. Cela me rappelle d'ailleurs le jeu super bourrin Azura Wrath, je sais pas trop comment on prononce, où les dieux sont des vraies raclures de bidets qui traitent les humains comme des jouets. Donc c'est pas un jeu super, mais qui est un peu assez fun à jouer quand même. Je pense que les 6 destinées du bouddhisme, Vajrayana, sont de très bonnes représentations de situations réelles que les humains sont amenés à vivre. La joie ne mène donc pas nécessairement à la tendresse, et même la tendresse est souvent escortée par la tristesse, qui est l'inverse de la joie. Et ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard quand je parlerai des stéréotypes et des archétypes, donc dans la vidéo suivante. Pourquoi est-il si important de savoir reconnaître ces 3 émotions positives, la tendresse, l'intérêt et la sérénité, de les reconnaître comme émotions de base au même titre que la joie? Tout d'abord, parce que, pour reprendre l'analogie faite pour mon interlocuteur, ce sont des bouées qui nous sauvent en premier quand tout va mal. Ensuite, parce que ça correspond à notre réalité humaine et j'ai même envie de dire animale, à notre condition de mammifère. La tendresse, l'intérêt, la sérénité, il me semble assez évident qu'elles sont éprouvées, comme je l'ai déjà un petit peu dit, par tous nos cousins mammifères et certainement par les oiseaux, au même titre que les 5 émotions de base d'Antonio Damasio. Même si les sentiments qui vont en découler ne seront pas forcément aussi sophistiqués. Et enfin, c'est important, parce que ces 3 émotions-là ne sont pas favorisées par notre société de consommation et notre modèle économique et social qui se développe de plus en plus. De la joie factice, de l'euphorie, de la satisfaction immédiate, tout ça, oui par contre c'est favorisé. Tout ce qui empêche la gestion de la frustration et donc empêche la sérénité. Donc la sérénité, on a une société de consommation qui est hostile à cette émotion. Et c'est une émotion qui nous est donc très vendue par les méthodes de développement personnel qui ont tant de succès mais qui... je pourrais y revenir plus tard. Donc si certaines formes de joie sont favorisées, on ne peut pas en dire autant de la tendresse. Quand vous êtes incité à considérer les autres comme des ressources et des sources de satisfaction personnelle,
ce qu'autant à faire une société qui notamment véhicule de plus en plus d'images sexualisées et érotisées, ou pire, de tout le monde, et même de personnes de plus en plus jeunes, et surtout banalisent ces images, eh bien la tendresse n'est pas favorisée. Et comme cette émotion n'est pas favorisée, ça devient difficile de développer des sentiments profonds et authentiques de compassion. Avant de parler plus avant de cette tendresse si cruciale, révélons la substance de la sérénité et montrons qu'elle mérite le statut d'émotion de base elle aussi. La substance de la sérénité. Pour les stoïciens... Aïe, mon chat me griffe! Pour les stoïciens et les épicuriens, l'état optimal souhaitable était nommé ataraxie. C'était un état qui se rapproche d'une sérénité maîtrisée, entretenue, cultivée avec soin. C'est une sérénité qui n'est entachée d'aucune émotion négative, mais ne doit pas être troublée non plus par des émotions positives trop intenses, telles que l'exaltation, qui est une forme de joie démesurée. Le Centre national des ressources textuelles et lexicales définit ainsi l'ataraxie au sens philosophique. Tranquillité, impassibilité d'une âme devenue maîtresse d'elle-même au prix de la sagesse acquise, soit par la modération dans la recherche des plaisirs, épicurisme, soit par l'appréciation exacte de la valeur des choses, stoïcisme, soit par la suspension du jugement pour le pyrrhonisme et le scepticisme. L'ataraxie a un autre sens en médecine. État d'indifférence caractéristique de certaines névropathies et obtenu sans l'influence d'agents neuroleptiques. Donc supprimant toute réponse réactionnelle. Les contraires sont l'anxiété et l'émotivité. D'ailleurs, l'atarax est le nom d'un anxiolytique qui est aussi utilisé comme antihistaminique, anti-allergique. Et souvent, les gens qui l'utilisent comme antihistaminique ne savent pas que c'est un anxiolytique. Dans le bouddhisme, l'état optimal souhaitable se rapproche de cette ataraxie grecque dans une certaine mesure. C'est aussi le cas du christianisme, bien que ce dernier mette l'accent sur la tendresse. La sérénité chrétienne est liée à la confiance en la providence, à la foi et à l'espérance. Cela va nous aider à répondre à cette question. L'ataraxie est-elle une émotion ou pas ? Cette question s'est posée à l'occasion d'une autre conversation que j'ai eue. La sérénité est-elle une émotion à part entière ou une absence d'émotion ? Quel est le statut que l'on doit accorder à la sérénité ? L'ataraxie des philosophes grecs, la sérénité chrétienne et l'équanimité recherchée dans le bouddhisme se distinguent clairement de l'indifférence et de l'ennui. On reproche parfois au bouddhisme une forme de nihilisme car il prônerait un détachement total qui relèverait de l'indifférence. Or ce n'est pas le cas puisque ce détachement discerné et relatif doit s'accompagner de compassion et de joie. Ces diverses formes de sérénité sont en réalité très subtiles et donc elles sont loin d'être une simple absence d'émotion. Au contraire, elles sont des états riches avec une substance propre mais très subtile et difficile à atteindre. La substance de la sérénité, elle est rare. L'indifférence serait plutôt au centre de la fleur. La sérénité est une hauteur subtile, difficile d'accès. De plus, si l'on n'éprouve aucune émotion, c'est que l'on est mort. Même inconscient, le corps vivant est un corps émotionnel par définition. Donc je renvoie encore à Antonio Damasio. Ensuite, ce qui me fait dire que la sérénité possède une substance en soi, qui la distingue d'une simple absence de peur, c'est ma propre expérience de l'anxiété. Je crois que la sérénité est généralement vécue à des niveaux tellement faibles que ses qualités en fait nous sont peu perceptibles. Or, il me semble que la sérénité peut se vivre, paradoxalement en apparence, d'une manière assez intense, par des expériences très rares et assez singulières. L'extase mystique, vécue par Thérèse d'Avila par exemple, comporte une joie et une sérénité intenses. Par la méditation et la prière, il est des personnes qui connaissent des états de sérénité intenses, liés à des sentiments très singuliers, qui sont la foi, la confiance en la providence, le sentiment de familiarité et de chaleur lié à un fort sentiment d'appartenance à l'univers tout entier,
un sentiment de sécurité totale. Et tout ça provient d'une émotion intense de sérénité et aussi dans l'autre sens, il favorise le développement de cette émotion. Il y a causalité dans les deux sens comme souvent en psychologie dans le domaine du psychisme. On se rend souvent compte des bénédictions que l'on a eues quand on les perd et on se rend compte à quel point la sérénité est une chose très substantielle quand on subit les tourments atroces de l'anxiété. À condition évidemment d'avoir goûté préalablement à un semblant de sérénité. De même, on connaît difficilement la tendresse quand on n'a connu que la colère. La substance de la tendresse maintenant. Reprenons les propos d'Alain Delorme dans L'avenir est à la tendresse. La tendresse est donc une émotion qui a ses caractéristiques propres. Un élan de tendresse se différencie d'un élan amoureux. Être transporté de tendresse, ce n'est pas pareil qu'être transporté de joie. La culture de la tendresse, il est vrai, est restée balbutiante. Aussi me paraît-il opportun de signaler qu'elle n'est pas un simple ersatz de l'amour, ni de libido réprimé, ni un dérivé plus ou moins réussi de la sollicitude polie. Elle semble bien posséder une fonction à part entière. Tentons de préciser le statut de la tendresse. Ce statut ne sera pas freudien, car on se souvient de la définition par Freud de la tendresse. Un érotisme détourné de ses buts sexuels, c'est-à-dire un désir désexualisé et déplacé. Pour moi, au contraire, la recherche de contacts interhumains doux et rassurants, le désir de caresses affectueuses et calmantes ont une fonction à part entière, qui est d'unification et de sécurisation, et non pas de satisfaction libidinale ratée ou appauvrie. La tendresse partagée a une fonction de confirmation existentielle réciproque et mérite pour cela qu'on l'exprime sans trop d'avarice. Je suis tellement d'accord avec ça. Freud avait de gros problèmes pour tout sexualiser et érotiser de la manière dont il le faisait. Et ce n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas drôle à vivre non plus une telle névrose. Ça appauvrit considérablement nos rapports aux autres et les sentiments que nous pouvons développer. C'est très triste pour Freud. Jung avait le mérite de prendre le contre-pied de cette posture réductrice et réductionniste, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime bien, ce Jung. Alain Delorme insiste sur l'importance cruciale de la tendresse dans les processus thérapeutiques. Il écrit « L'expression de la tendresse telle que je la valorise n'est pas une annulation, ni même une sous-estimation de l'agressivité. » En note de moi, on retrouve ici l'opposition tendresse-colère. Sans soutenir les doctrines pessimistes, par exemple celle de Sartre qui définit l'essence des rapports entre les consciences par le conflit, je donne néanmoins à l'agressivité, ou plutôt à l'ambivalence, une place primordiale. C'est bien souvent la dialectique entre l'amour et la haine qui grève les rapports humains et génère, quand s'y ajoute une mauvaise communication et un insuffisant respect, tant de conflits individuels et collectifs. Si la tendresse n'était promue que pour remplacer l'agressivité, elle serait en fait l'expression d'une faiblesse de pensée et semblerait à juste titre accessoire. Mais il s'agit au contraire d'un sentiment fondamental. Et note de moi, je rappelle que pour Alain Delorme, la tendresse est à la fois une émotion et un sentiment, dont l'articulation avec les mouvements agressifs et haineux est d'un grand intérêt en psychothérapie. L'opposition entre amour et haine, entre tendresse et agressivité, fera place, au fur et à mesure du travail expressif et réflexif effectué, à une collaboration lucide et intelligente, n'excluant pas les conflits, mais les dédramatisant. Le clivage entre l'amour et la haine, quand il est suffisamment travaillé, mène à une ambivalence constructive. L'enlacement et la recherche du contact doux ne seront donc pas proposés en remplacement du travail sur l'agressivité, qui serait alors à refouler, mais en association ou en articulation avec lui. L'exploration relationnelle de l'ambivalence vécue émotionnellement et verbalement
a ainsi une fonction unificatrice et sécurisante. Fin de la longue citation de la contribution d'Alain Delourme à l'ouvrage L'avenir est à la tendresse, où il nous dépeint une tendresse qui permet de cheminer vers la sécurité, vers la sérénité, et une tendresse qui porte en elle une substance transformatrice et guérisseuse. La tendresse, c'est un peu la pierre philosophale ou la panacée des émotions. Notre société ne favorise pas le développement de la tendresse et des sentiments qui lui sont liés, comme je l'ai déjà un petit peu expliqué. Mais si la tendresse est souvent la grande absente des palettes d'émotions de base définies par les psychologues, il y a sans doute une autre raison. Cette raison tient aux stéréotypes, et c'est par cela que nous commencerons le prochain épisode. Il sera question de stéréotypes de genre, des archétypes de chez Jung et d'ailleurs, du tarot, des 4 éléments symboliques et même alchimiques, des pouvoirs élémentaux, de la roue du temps. On parlera aussi un petit peu d'Harry Potter, on parlera un petit peu du Seigneur des Anneaux. Je publierai sur mon site un article reprenant le contenu de cette vidéo, donc le texte et les illustrations. Et comme elle est monstrueusement longue pour ce qui devait juste être une première partie d'une série, je pense que je ferai un épisode 1 bis qui récapitulera très brièvement tout ce que j'ai dit ici. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire sur les systèmes que nous avons regardés, que nous avons évoqués ensemble. C'est passionnant de scruter tout cela et c'est passionnant de voir comment nos expériences individuelles façonnent notre manière de concevoir ces émotions et de les considérer. Je vous dis donc à bientôt pour la deuxième partie et pour le récapitulatif. Et en attendant, voici les références.